Bon Marvel, il faut qu'on parle, en ce moment j'ai pas une minute à moi, je mate même pas un film par semaine et vous sortez X-Men 97 et vous croyez vraiment que je vais avoir le temps de regarder les 96 premiers? Non, 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 la meilleure nouvelle sur Spider-Man cette semaine, ce n'est pas la sortie de la dernière bande-annonce de No Way Home, mais vous verrez, on va y revenir. Je vais pas vous faire l'affront de décrypter la vidéo où Tom Holland, Zendaya et Ned regardent le trailer comme ça dans votre dos. Si vous voulez du violon, je vous laisse aller vous abonner à la chaîne d'André Rieu. Ici, c'est votre fidèle commis des comics. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 323e JT Comics, tout seul. Comme un grand, Ridley Scott s'est déboutonné son pantalon, il a baissé son slip et il a chié sur les films de super-héros en disant qu'ils étaient tous chiants à mourir, et en plus qu'ils étaient super mal écrits. Alors pourquoi pas, vraiment tout se discute, mais on parle quand même du type qui a accepté d'adapter en film le scénario de Prometheus, qui a probablement été écrit par ce type, qui résume plutôt bien la philosophie de l'équipage, sans masque, sans capote, et d'ailleurs il est temps pour nous d'embarquer vers les news de la semaine. No way! N'ayez pas peur, pas de spoil ici, mais j'ai quand même l'impression que Marvel Studios a réussi à renforcer encore un peu plus le statut iconique du personnage de Spider-Man, un statut qu'il se construit depuis sa création dans les comics en 1962, et puis toute la lignée ciné, série et compagnie, et il ne se passe pas 2 jours sans que l'on ait soit des leaks, soit des rumeurs, soit des spoils, voire même des annonces officielles, sans que des milliers de tweets sur l'araignée ne se déversent sur la toile. Alors, on a même droit à des espèces de teasers de bande-annonce, à des réactions à la bande-annonce. L'éolien ne peut pas concurrencer. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, la bande-annonce n'est pas encore sortie, mais ça ne m'empêche pas d'avoir quelques news sur Spider-Man, dont la meilleure de la semaine. Vous allez voir, on va y revenir. Résumons un petit peu les dernières news. On sait que le film ne sera soi-disant pas drôle mais triste et sombre selon Tom Holland, même si je mise quand même sur un petit concours de qui fera la meilleure Olivia Wong entre Peter Parker et Doctor Strange. Les blagues chez Marvel Studios, c'est contractuel. D'ailleurs, la relation entre les deux protagonistes a évolué. Ils commencent sur un pied d'égalité. Il n'y a plus de relation de mentor avec Peter Parker qui s'est hissé au rang de héros. Il n'y a plus de l'oncle Ben du MCU. Donc ils seront collègues égaux et puis ils vont finir en collègues égaux mais quand même un petit peu opposés. Il y aura de la friction. Et d'ailleurs, en parlant de mentor, Peter Parker, Tom Holland se dit prêt à devenir le mentor du prochain acteur qui aura la lourde tâche d'incarner Spider-Man à l'écran après lui. Le contrat de Sony va forcément s'arrêter. Il dit que d'ailleurs le prochain film c'est la fin d'une ère, et il dit que c'est quelque chose, et c'est intéressant puisque il dit par exemple que c'est tellement une responsabilité qu'on incarne aussi Spider-Man et son image en dehors de l'écran, dans sa vie personnelle. En gros, il dit qu'il n'a pas pu aller se défoncer dans des pubs, donc il faut savoir que de grandes responsabilités impliquent de ne pas pouvoir aller se bourrer la gueule. Spider-Man est donc devenu une énorme vague sur laquelle tout le monde veut surfer, à commencer par les intervieweurs qui posent des questions à n'importe quel acteur ayant bossé sur l'une des franchises. La dernière en date, c'est Kirsten Dunst, qui est en promo pour le film, qui a l'air pas mal du tout d'ailleurs, The Power of the Dog sur Netflix. Et donc on lui a demandé si elle serait d'accord pour reprendre son rôle de Mary Jane dans le MCU, la vraie Mary Jane Watson. Elle, un autre c'est juste MJ. Elle dit que oui, pourquoi pas, elle ne refuserait pas une telle opportunité. Elle dit que bon, ça serait un petit peu une old woman MJ avec peut-être des Spider Babies, mais ça s'est vu dans les comics, pourquoi pas, tout est faisable, tout est réalisable. Elle en profite pour dénoncer un petit peu et dire à quel point elle n'était pas contente de découvrir le gros écart salarial qui séparait Tobey Maguire et elle, alors que c'était deux personnages complètement essentiels du film. Elle dit aussi qu'elle était toute jeune, elle avait la vingtaine, qu'un producteur l'a amenée sans la prévenir, il a pris rendez-vous chez un dentiste, il l'a amenée pour qu'elle se fasse réaligner ses dents parce que ça ferait mieux. C'est la preuve à quel point il se croit tout permis, et elle, toute jeune, elle a tenu tête, elle a dit non, elle a bien fait. C'est une vague qui permet également à d'autres acteurs de faire part les deux, et attention, c'est un faux spoiler, mais s'il y a bien un Spider-Man que vous ne verrez pas faire des triples saltos à la fin du nouveau trailer de No Way Home, c'est le premier Spider-Man d'une série télévisée scriptée, celui qu'incarnait Nicholas Hammond dans la série de 1977, qui dit que lui, il aurait adoré revenir, enfiler le costume, mais malheureusement, il n'y a pas été invité, et pour le coup, je ne pense pas que ça soit du bluff. C'était avec le Hulk de Lou Ferrigno, l'un des tout premiers succès télévisuels d'une adaptation d'un comics Marvel, même si pour Spidey ça s'est
c'est mal fini au bout de 2 saisons, avec Stan Lee qui avait assez vivement critiqué la série après coup en disant qu'ils avaient dépouillé Spider-Man de son essence, déjà en lui enlevant ses blagues, qui font partie intégrante du personnage, en faisant de l'alter ego Peter Parker un personnage assez superficiel, et puis en enlevant à Peter Parker, à Spider-Man, tous ces dilemmes qui pimentent la vie du personnage, choisir est-ce que je préfère ma tante ou ma meuf, c'est matin, midi et soir, c'est ça l'ordonnance. En gros, malgré une technique assez bonne pour l'époque, ils avaient, en voulant rendre le personnage populaire auprès des adultes, vidé Spider-Man de ce qui le rendait déjà populaire dans les comics, et donc tant pis pour le very old man Parker. Et puis on arrive à la meilleure news Spider-Man de la semaine, celle de l'annonce par Disney+, d'une nouvelle série animée, Spider-Man Freshman Year, qui reviendra sur les origines de Peter Parker dans le MCU. Ça c'est le truc qui me fait un peu peur, puisque j'ai l'impression que ça peut limiter leur marge de manœuvre, ça devrait intervenir avant le Captain America Civil War, mais dans un cadre précis, et en revanche, ce qui me met une demi-molle fluide d'araignée, c'est les talents impliqués sur le projet en tant que concept artiste, donc concepteur de personnages. Paul Rivera, qui en doit les one-shots à un mythos, à qui on doit du Daredevil, du Spider-Man et même du Hellboy. Vous avez aussi Julien Urrutia Pérez, qui est un concept artiste qui crée des personnages. Vous avez Leonardo Romero, il a bossé sur plusieurs comics. Et puis vous avez Mauricio León, qui lui a travaillé notamment sur du Plastic Man. Ces 4 artistes qui ont un style assez épuré, qui arrivent à respecter le côté classique, traditionnel des personnages, tout en les réinventant avec vraiment leur style, une marque graphique propre. J'espère qu'ils vont apprendre les leçons gagnantes de Batman la série animée, qu'ils vont pas nous montrer les origines vues et revues, l'oncle Ben, le truc un petit peu larmoyant. Donc croyez-moi, il peut y avoir 12 Spider-Man à la fin du trailer de No Way Home, il peut y avoir même Batman qui passe une tête en disant « Ah non, je me suis trompé de ville, ça reste pour moi ce qui m'excite le plus dans le MCU ». Je vous laisse me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez du trailer aussi dans les commentaires. Duo dynamique. C'est la news insolite de la semaine, il s'appelle Brendan Hunt, et juste après l'invasion du Capitole par des fans de Donald Trump, il avait posté une vidéo intitulée « Tuez vos sénateurs ». Pas du genre à édulcorer son message, le type, puisque c'est exactement ce à quoi vous vous attendez. Il appelait à massacrer des membres du Congrès et demandait si quelqu'un avait un flingue, qu'on le lui prête afin qu'il fasse le boulot lui-même, oubliant au passage qu'aux States, un flingue c'est comme des mycoses en Thaïlande, avec un minimum d'effort tu peux en avoir facilement. Bon, évidemment ça l'a conduit en prison, mais ce créateur de contenu, il laisse aussi exprimer sa créativité en faisant des comics qu'il dessine, qu'il écrit. En plus les histoires sont complètement folles, mais sa vie aussi, puisqu'il a partagé une cellule avec R. Kelly, le chanteur, qui a depuis été reconnu coupable de plusieurs crimes, dont celui de trafic sexuel. Alors, soi-disant, il ne connaissait pas l'artiste, mais je soupçonne que ça soit une stratégie de faire diversion, de faire des comics, de faire des activités manuelles, afin de ne pas laisser trop s'exprimer les besoins pressants de R. Kelly, et que lui ne propose des activités sexuelles. C'est complètement lunaire, puisqu'il se fait passer pour le sidekick de R. Kelly. Ils font tout ensemble, et il lui apprend même le yoga, et on voit le chanteur déclarer qu'il se sent assez vulnérable dans la position du chien inversé. Il y a une conversation sur Alice aussi où R. Kelly lui dit comment tu ne peux pas connaître R. Kelly, je suis le plus grand chanteur de R&B au monde, des milliers de bébés ont été conçus avec mes chansons, ce à quoi Hunt lui répond, et toi tu connais Megadeth, Slayer ou Dying Fetus, ce qui cloue le bec de l'artiste. Ce comic sera utilisé par les avocats de Hunt pour tenter de prouver sa réhabilitation et tenter de réduire sa peine. Moi je dis oui, mais à une seule condition, que ça sorte en VF pour qu'on puisse tous le lire. Et sinon, au ciné, une semaine assez calme du côté de la Warner, qui laisse le champ libre à Marvel avec la bande-annonce de Spider-Man No Way Home qui va tout écraser, et puis les annonces du Disney Plus Day, et sale journée pour les graphistes avec les logos de certaines séries qui font ce qu'on appelle une Billy Crawford. Ils étaient au top à un certain moment, et puis bon, là ils sont un petit peu moins au top, tant pis pour She-Hulk, tant pis pour Ironheart. Donc on a eu quelques nouvelles de notamment les nouvelles séries, Agatha Harkness qui a un titre assez bien trouvé, Echo qui sera un spin-off de Hawkeye, What If, et son spin-off aussi le Marvel Zombie. What If c'est la saison 2, le I Am Groot. On a eu un petit aperçu de Nick Fury un petit peu fatigué dans la prochaine série Secret Invasion, et puis la série où il y a le plus à bouffer, c'est l'aperçu de Moon Knight. Ça m'a donné envie de relire tous les comics consacrés aux personnages. Alors évidemment ça a réveillé les comparaisons qui sont assez pratiques pour faire du clic. Le Batman de chez Marvel Comics, ce qui est
ultra réducteur et très dommage. Alors, Moon Knight n'est pas un Batman qui aurait troqué les chauves-souris pour un croissant de lune. Ça, c'est quand le personnage est écrit par des scénaristes un petit peu moins inspirés. Alors évidemment, les bases sont là, deux milliardaires qui aiment bien sortir la nuit, qui sont un petit peu violents et qui ont des gros jouets à l'effigie de leur symbole totem, mais ça s'arrête là de suite. Il y a des différences fondamentales, notamment le fait, le trouble de la personnalité de Moon Knight, qui sera apparemment très exploré dans la série, c'est fondamental. Et puis Moon Knight est beaucoup plus un anti-héros que Batman. Personne ne se tourne vers Moon Knight pour fonder une famille comme la Bat Family, même si elle repose aussi beaucoup sur Alfred. Moon Knight, personne ne le prend assez au sérieux, personne ne le voit assez fiable pour être celui que tu appelles, pour être le leader quand il y a une grosse galère. Et puis il y a aussi chez Moon Knight une part de surnaturel qui est inhérente au personnage, contrairement à Batman qui lui au début était vraiment ancré plutôt dans des racines très réalistes. Moon Knight ne répond à aucune loi, ni celle des hommes, un peu celle de son dieu quand même, mais encore, il n'y a pas de morale, il n'y a pas, voilà, c'est vraiment un anti-héros pur jus. Moi, entre ça et le fait que ça soit Oscar Isaac qui l'incarne, je suis chaud brûlant aussi pour le retour de la série animée des X-Men. Alors ça joue sur la corde de la nostalgie suprême, puisqu'on nous promet que ça reprendra là où ça s'est arrêté, et qu'en plus, il y aura beaucoup des acteurs, des comédiens qui reviendront doubler les personnages qu'ils faisaient déjà à l'époque, avec des nouveaux personnages aussi. Alors, il y a tout un pan à explorer, puisque ça s'était fini sur une note très positive, la saison 5, Magneto qui empêchait son armée de mutants d'attaquer les humains, Charles Xavier qui partait dans l'espace avec Lilandra pour se ressourcer, pour guérir de ses blessures, même si je pense moi qu'il a sorti son petit chauve télépathe. Alors est-ce que Magneto va passer du côté X-Men de la Force? Est-ce qu'il va rester plutôt neutre? Ou est-ce qu'il va retomber dans ses vieux travers? On verra. En plus, il y aura du sang neuf, une nouvelle vigueur qui sera apportée par des nouveaux personnages, donc ça va créer des nouvelles dynamiques, donc vivement 2023. Puis dans le genre bouteille à la mer, il y a Henry Cavill qui a juste lâché que ça le botterait d'incarner le Captain Britain du MCU, une version évidemment modernisée. C'est un personnage sur lequel Alan Moore est passé. Alors moi, si j'étais Kevin Feige, j'aurais déjà tapé le contrat et j'aurais déjà envoyé. On apprend aussi qu'un reboot de Daredevil sera en cours pour le MCU. Alors Charlie Cox, pas Charlie Cox, est-ce qu'il faut écouter les rumeurs? Est-ce que... voilà, vaut mieux pas en parler, mais en tout cas, je leur conseille d'adapter les comics, le run de Chip Zdarsky pour avoir une base scénaristique accessible à tous, c'est pas mal du tout. Et puis le monde du cinéma tremble quand il a appris que des reshoots conséquents seraient en cours pour le prochain film du Doctor Strange. Alors ça parle de plus d'un mois, il y a quasiment de quoi faire presque un nouveau film, quoi. Et certains disent que c'est encore un sabotage du studio, ça parle de Snyder Cut et compagnie. J'ai envie de dire, calmons-nous quand même, puisque même en voyant le film, on n'arrivera pas forcément à savoir. Il faudrait pouvoir comparer, il faudrait être dans le secret des dieux. On n'y est pas, donc attendons un petit peu. Et puis, en parlant de légende qui tombe, je suis content qu'un mythe tombe, celui de Jared Leto, qui était complètement timbré sur le tournage de Suicide Squad, qui offrait des cadeaux un petit peu glauques à ses partenaires, soi-disant des animaux morts à Margot Robbie, des préservatifs usagés, des sextoys, il sortait des sextoys, tout ça apparemment ça serait faux. Il dit, moi j'ai offert que des cupcakes, peut-être une souris, mais c'était filmé et on faisait ça pour rigoler. En attendant, c'était une belle séquence de marketing foireux. News des sources. Ça bouge pas mal dans les comics avec deux grosses annonces. La première, c'est Mary Broomfield, Mary Batson, qui devient officiellement la nouvelle Shazam. Alors attention, pour tous ceux qui sont obsédés par les woke, comme s'ils étaient chefs dans un restaurant thaïlandais, calmez-vous, c'est pas du tout un personnage qui a été inventé pour faire plaisir aux féministes, puisqu'il l'a été en 1942 par Otto Binder et Mark Swayze, que après quelques embrouilles juridiques, il a été récupéré par DC. Elle a toujours existé avec ses pouvoirs, mais elle a été récupérée par DC en 1972, et donc depuis elle est là, et donc là ça vient bousculer un petit peu le statu quo, assez pour faire revenir Doc Shaner au dessin de la série Shazam avec la scénariste Josie Campbell, et puis toujours dans cette impression de nouveauté, alors qu'en fait c'est plutôt un retour à l'ancien Batman quitte Gotham City pour New York, probablement dans la Batmobile avec du booba à fond, c'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier, j'ai maillé, déjà, pas baillé, fait des dégâts. Alors je vais pas vous donner plus de détails, quel Batman, selon quelle modalité, pourquoi, qui, comment, pour pas vous spoiler, mais je trouve ça marrant et je voulais vous en parler parce que Batman a commencé à officier à New York City, avant que le co-créateur malheureux de Batman, Bill Finger, puisque Bob
Kane est un gros fils d'up, et bien décide, après même pas 2 ans, quelques numéros, de le placer dans une ville fictive pour que plus de monde puisse s'identifier, pas que les New-Yorkais, et donc il a appelé ça Gotham, qui est quand même un surnom de la ville de New York, avec une histoire passionnante, je le raconterai un jour. Donc c'est à la fois un retour aux sources, et tout de même une sacrée rupture. Sinon chez Marvel, ça nous tease le franchissement d'une nouvelle étape dans le gore, dans la violence, la prochaine fois que Hulk et Thor se rencontreront sous les plumes habiles de Donny Cates et de Ryan Otley, l'équivalent dans la violence et dans le gore d'un Mike Tyson pré-fumette, qui aurait à la place des poings 2 bombes nucléaires, et en parlant de bombes, malheureusement, peut-être que c'est la fin du mariage entre Ben Grimm et Alicia, qui ne pourront pas fêter leurs noces de pierre. Ça n'empêchera pas les 4 Fantastiques d'avoir leur mini-série sur l'application de lecture numérique Marvel Infinity. Donc j'espère qu'on va pouvoir scroller sur un Mister Fantastique tout étiré. Alors si on peut scroller de sa tête jusqu'à ses pieds, qu'on s'aperçoit qu'il a enlevé son bas et qu'on voit ses petites couilles élastiques, ou ses couilles d'octogénaire, alors là ça serait quand même le meilleur gag de l'année, je paye. Il y a aussi une nouvelle série sur les X-Men, mais je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler la VF, et puis la nouvelle mini-série sur Luke Cage qui va réinventer le personnage. Le 3e numéro se paye une couverture variante par The Amazing Amazian, qui est un Frenchie qui apparemment étend encore son emprise sur les comics aux États-Unis. Big up à lui. Et puis je suis en train de me dire qu'il n'y avait pas besoin de s'emmerder à envoyer toute la communauté de l'anneau dans les mines de la Moria. Spider-Man tout seul, il aurait pu faire le ménage complet, tellement il a affronté de gobelins dans sa vie. Alors bon, chez nous ça s'appelle des bouffons, mais je vais pas non plus lui faire le tour des primaires socialistes et celles des républicains, il a déjà assez morflé comme ça. En tout cas, il va devoir affronter celle qui apparemment va être sa nouvelle grande antagoniste pour un petit moment, la Queen Goblin, qui rassemble tous les éléments classiques du bouffon vert, mais en badass quand même. Et justement, en parlant de Peter, sachez que le personnage de Carnage va fêter ses 30 ans, il a tellement le vent en poupe qu'il y aura 2 choses. Déjà, un recueil d'anthologie un petit peu épais avec plein de créateurs qui vont s'attaquer au personnage, notamment Philip Kennedy Johnson qui est sur le Action Comics, et Ramvi qui est le boss du game. Et puis une nouvelle série régulière, ce que je trouve assez audacieux. En attendant, je pense que moi, pour mes prochains 32 ans, je veux tout simplement ce buste grandeur nature à l'échelle de Queen Studio de Carnage. Ça coûte 1400 $, mais ça va. Et enfin la série What If qui réinvente l'univers Marvel, qui ne revient pas simplement en série animée mais aussi en comics à la base, avec le teasing d'une Wolverine avec 8 griffes, 4 par main, ce qui risque de créer des petits problèmes de place si elle n'a pas l'anatomie du chat. Lisez, cette semaine, j'ai pas eu trop de temps pour lire, mais j'ai quand même lu une bonne surprise et je m'y attendais pas, parce que je pensais que c'était une série un petit peu à la con qui avait été sortie pour venir capitaliser sur le film Shang-Chi, mais j'ai lu les 2 dernières séries Shang-Chi, et je me suis régalé, surtout sur la 2e, parce que je vous dis pas pourquoi, mais Shang-Chi se retrouve dans une position où c'est les héros de l'univers Marvel, ses alliés d'antan, puisqu'il a des bonnes relations avec eux, en viennent à douter de son allégeance, de sa mission, et en viennent carrément à le confronter, voire à l'affronter. Alors, Spider-Man, dessiné par Dick Ruan, dinguerie. Je trouve qu'il forme avec Jen Luen Yang un bon tandem créatif, qui rappelle un petit peu le Claremont Byrne et tous ces artistes, vous savez, qui fonctionnent ultra bien ensemble, qui ont une alchimie, et là il réinvente, il modernise le personnage de Shang-Chi comme jamais. Lui qui veut mener une vie ordinaire, mais qui pourtant est un personnage aux capacités complètement extraordinaires, et alors aux relations familiales presque aussi foireuses que tous les Roy dans la série Succession. Donc vraiment, il me tarde le prochain numéro, surtout si c'est la même équipe. Je vous laisse me dire ce que vous lisez, ou geekez, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à le regarder, à y mettre des pouces bleus, à le partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au maximum d'entre vous, et aussi sur les réseaux sociaux, c'est là où vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis 323 JT maintenant. Je vous fais des gros bisous, méfiez-vous de l'overdose de Spider-Man, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Plus David d'ailleurs dévoile les coulisses de sa Suicide Squad, plus je regrette. Ah ben oui, cette Harley Quinn, c'est elle, la louve qui te fout de la poudre dans le sif, mais le genre de poudre qui explose, pas celle que tu sniffes.